Il est clair et précis hein, que sur l'entièreté de l'histoire du cinéma, les films sur des personnages féminins, bon, il n'y en a pas beaucoup qui sont bien. Voilà, hein, concrètement, jusqu'au début des années 2010, les personnages féminins, c'était un petit peu de la merde dans les films. C'est fort dommage parce qu'il y a beaucoup de personnages féminins qui étaient très bien. Entre la Harley Quinn hyper sexualisée de Suicide Squad, le film Catwoman, j'ai même pas envie d'en parler, et des trucs du genre comme Elektra, on n'était pas sur de la grande réussite. Et il y a quelques années, juste avant le Suicide Squad de James Gunn, donc The Suicide Squad, est sorti Birds of Prey, donc un film sur Harley Quinn, qui d'ailleurs c'est plutôt Birds of Prey et la fabuleuse histoire de Harley Quinn, et qui adapte les fameux comics Birds of Prey, qui sont donc en gros une équipe de super-héroïnes, dans laquelle on retrouve notamment Huntress, Black Canary, Batgirl, etc. D'ailleurs, deux de ces personnages sont présents dans l'équipe. Il me semble que Zatanna en a fait partie aussi à un moment, mais je suis pas sûr. Mais bref, voilà, on a donc ces personnages qui sont une équipe dans les comics, et on va avoir ce film Harley Quinn. Concrètement, c'est un film plus centré sur Harley Quinn que réellement sur les Birds of Prey, parce que les Birds of Prey sont un petit peu mis de côté. C'est vraiment un film pour Harley qui est au centre de l'histoire. Et en gros, voilà, ça va être un film avec ces personnages-là qui donc se passent après le Suicide Squad de David Ayer, qui est une catastrophe, mais sur tous les points, vraiment, c'est... J'ai pas aimé Suicide Squad, hein, pour mettre les points sur les i. J'ai même plutôt détesté le film. Mais là, voilà, c'est donc une sorte de spin-off au Suicide Squad de 2016, centré sur le personnage de Harley Quinn, toujours et encore joué par Margot Robbie. Et ce film est un échec commercial. Et voilà, pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est un très gros échec commercial. Je pense qu'il a fait à peine 160 millions de dollars. Donc voilà, c'était clairement pas bien du tout. Et il s'est fait aussi beaucoup défoncer par les critiques, il me semble, ou en tout cas beaucoup de gens l'ont détesté un petit peu ce film. Et je peux comprendre pourquoi, mais en même temps, c'est loin d'être aussi mauvais que le Suicide Squad de David Ayer. Et honnêtement, c'est pas nul à chier. Alors, il y a beaucoup de défauts, et j'en ai fait d'ailleurs pour ceux qui veulent aller voir une critique sur Twitter que je vais réutiliser d'ailleurs dans cette vidéo comme sorte de plan de travail pour vous parler du film. Et pour ceux qui veulent aller voir, je vais essayer de faire de plus en plus ça, de faire des critiques texte en fait sur Twitter. Donc allez me follow sur Twitter, de toute façon il y a les réseaux qui sont là, je voulais tout, enfin, sur mon écran j'ai tout. Mais bref, voilà. J'ai fait une critique sur Twitter, et ce que j'en ai résumé du film est clairement ma pensée, étant donné que pour moi Birds of Prey c'est un film qui est pas parfait mais qui a des points positifs. Déjà, le premier point qui est pour moi fort positif, c'est la mise en scène. Elle est beaucoup plus inspirée que la plupart des films d'ici. On a ce petit côté un petit peu fou comme Harley Quinn, on a des utilisations, des ralentis et des slow motion qui seront meilleurs que tout ce qu'il y a dans les films de Snyder, et notamment qui subliment les combats. J'ai déjà fait une vidéo entière pour expliquer la différence entre un bon et un mauvais ralenti. Pour faire simple, un mauvais ralenti va ralentir l'action et pas la sublimer, et un bon ralenti c'est fait pour sublimer un combat, pour montrer par exemple la souplesse d'un personnage, justement pour montrer, comme par exemple dans le film Sherlock Holmes, le côté calculateur de Sherlock. Dans les films Sherlock Holmes avec Robert Downey Jr., le ralenti sert à montrer que Sherlock Holmes va calculer son coup de manière limite chirurgicale, en nous donnant des informations avec quel os sera cassé, avec quel point du corps sera touché, etc. Vraiment de manière très précise, tel un docteur un petit peu. Et le ralenti nous permet de voir ça. Et après par la suite on a le combat, pas en ralenti, ce qui fait qu'on comprend la brutalité de la chose avec la manière chirurgicale de le faire. Et c'est une très bonne utilisation des ralentis. Dans ce film-là, l'utilisation du ralenti, pour la plupart du temps, il y a des ralentis qui servent un petit peu à pas grand-chose, mais pour la plupart du temps, les ralentis servent à sublimer le côté un petit peu souple d'Harley Quinn, notamment les moments où elle va, par exemple, tabasser un ennemi avec ses jambes.
ou qu'elle va faire des cabrioles un petit peu dans les airs, on va avoir par exemple un ou deux ralentis dans la scène où elle est en prison. Quand elle va aider la petite fillette qui a mangé le diamant là, et qu'elle va donc en prison pour essayer de la libérer, que tu vas avoir des mecs à qui Harley Quinn dans sa vie a fait du tort qui vont essayer de la tabasser, bah là justement on va utiliser le ralenti avec en plus le fait que la lame incendie fonctionne et que du coup il y a de l'eau qui tombe, pour sublimer un petit peu l'action, avoir ce côté avec le scintillement de l'eau dans l'air. D'ailleurs, ce scintillement de l'eau qui est préparé dans le scénario juste avant, parce que juste avant, t'as Harley Quinn qui essaie d'ouvrir la porte et qui n'y arrive pas, du coup elle défonce ce tableau de bord avec son arme à feu, ce qui fait qu'en plus d'ouvrir toutes les portes, dont les portes avec les prisonniers, ça allume aussi l'alarme incendie. Voilà, donc on a une histoire de préparation, ce qu'on appelle en fait c'est une préparation paiement. Pour résumer, donc Harley Quinn tape sur un panneau de commande, truc qui pour nous bah, est basique, hein, ouais, c'est ouvrir la porte, elle n'y arrive pas, bah, elle arrache sur la porte. C'est Harley Quinn, c'est comme ça. Mais en ouvrant la porte, elle allume l'alarme incendie et elle ouvre les portes de tout le monde, notamment des gros méchants tout pas beaux qui lui veulent du mal. Ce qui prépare la scène d'action avec les petits slow motion dont je viens de parler. Donc voilà, c'est ce genre de construction qui est intéressante dans un film, même si je trouve qu'il y a quand même trop de cuts. Alors, les cuts dans les films de super-héros, on commence à avoir l'habitude, tous les films de super-héros sont filmés comme ça, un coup de poing dans la gueule, un cut, un autre poing dans la gueule, un cut, et ça cut au moment où tu vois le coup de poing. C'est un petit peu dommage. Dans certains films, par exemple dans Shang-Chi, on préfère utiliser ce que j'appelle un plan séquence, et c'est comme ça qu'on appelle ça au cinéma. Donc ça veut dire un plan qui est filmé et qui ne va pas cut, il n'y aura pas de coupage dans le plan, ce sera toujours le même plan. Alors on va peut-être faire des travelling pour bouger la caméra, bouger les décors, ou parfois même le décor va bouger derrière, on va faire des dézooms, etc. Mais on ne va pas couper, parce que couper dans un plan, c'est casser le rythme du plan. Dans les films de super-héros, on utilise beaucoup ça, et dans les films en général, par exemple, on va couper un plan et casser le plan pour passer d'un plan large, par exemple, à un plan en contre-plongée ou à un plan en plongée. Dans Jurassic Park, par exemple, on passe d'un plan rapproché sur les personnages, avec ensuite un cassage dans la séquence, donc un nouveau plan où tu vas avoir une légère plongée sur le rétroviseur, et ensuite, autre coupage dans le plan, la contre-plongée avec le T-Rex qui défonce l'arbre avec sa tête. C'est l'exemple de cuts qui sont utilisables et qui sont bien faits, mais dans les films de super-héros, c'est surtout fait pour ne pas montrer que c'est pas des vrais coups de poing qui sont mis. Et ça, c'est un truc qu'un certain youtubeur, Antoine Goya, avait, voilà, ma caméra bug, super, avait donné comme défaut dans les films de super-héros, et pas que chez Marvel, hein, chez DC aussi, c'est le fait que à chaque coup de poing, il va y avoir un cut pour ne pas qu'on voie que c'est pas des vrais coups de poing. Du coup, ça casse un petit peu le rythme de l'image. Et il utilisait aussi, il comparait ça notamment avec les films de combat asiatiques, comme les films de baston japonaise par exemple, qui eux utilisent beaucoup les plans séquences. D'un autre côté, le fait de couper comme ça dans un film, ça peut aussi aider à montrer la brutalité d'un combat. Si tu vas avoir un cut c'est une cassure directe. Comme par exemple un brisage d'os, un brisage de nez. Et donc tu peux utiliser ça en faisant plusieurs cuts, tu peux rythmer les plans. Si tu fais plusieurs cuts d'affilée, ça peut avoir un effet un petit peu de jump cut. Donc plusieurs cuts qui commencent à faire frétiller un petit peu l'image. Donc voilà, ça peut être intéressant, c'est juste que la plupart du temps, bah voilà, c'est utilisé pour éviter qu'on voie que c'est pas des vrais coups qui sont donnés dans les films. Et ça, c'est pas que dans les films de super-héros, c'est dans toute l'industrie du cinéma en général. À part ça, le film, bah, je l'ai dit, est bien mis en scène. Un truc que j'aime beaucoup, c'est les décors, notamment du combat final, avec l'espèce de base, qui me fait beaucoup penser aux décors des jeux Arkham, avec l'antre du Joker dans, je pense que c'était Arkham City. Ça, j'aimais beaucoup. Voilà, ça c'est pour ce que j'aime bien dans le film. Maintenant, il y a quand même des points négatifs. Voilà, il y en a quand même pas mal. Notamment l'humour cynique. Alors, c'est comme ça, hein, c'est l'humour cynique, c'est partout comme ça dans les films. Le seul personnage que je trouve marrant un petit peu, c'est le personnage de Ewan McGregor, donc Black Mask. C'est vrai que c'est pas souvent qu'on le voit jouer un antagoniste. Et là pour le coup il était vraiment drôle en antagoniste, je l'aimais bien d'ailleurs, sa mort, mon dieu, le pauvre, le mec qui se fait passer par dessous la rambarde, il fait ah et puis boum, il explose.
Voilà, et moi j'ai beaucoup aimé sa mort, c'était plutôt drôle. Maintenant, le problème que j'ai beaucoup avec le film, c'est quand on se fout de la gueule de ces personnages, et il y en a un où décidément la pauvre, elle se prend tout dans la tronche, et ce personnage, c'est Huntress. Alors j'adore Mary Elizabeth Winstead, mais déjà, le film Kate l'utilisait beaucoup mieux dans les scènes de combat. Là pour le coup elle balance ses petites fléchettes et après voilà elle fout 2-3 coups de poing, mais elle est fort rigide en fait comme personnage. Là où par exemple dans le film Kate, dont j'en ai déjà parlé, je trouvais que le film utilisait beaucoup plus le corps en fait d'Elizabeth Winstead, je vais y arriver, dans les scènes de combat. Là elle est fort rigide, elle est fort coup de poing, je me retourne, coup de poing, je me retourne, coup de poing, je me retourne. Et du coup ça donne une certaine rigidité et pas une agilité comme on pourrait l'attendre d'une assassin. Mais voilà, le problème surtout que j'ai avec le personnage, c'est qu'on se fout beaucoup de sa gueule. Parce que son arme principale c'est un carquois, enfin c'est une arbalète avec des carreaux d'arbalète, logique. Parce que c'est une origine historique d'antagoniste, genre ah sa famille est morte, du coup elle venge sa famille. Voilà, on se fout beaucoup de sa gueule et j'ai... La plupart du temps j'ai pas de mal à rigoler avec l'humour cynique. Je peux comprendre que c'est chiant par exemple de se foutre de la gueule de Spider-Man qui arrive pas à tisser une toile ou une connerie en genre. Je comprends que beaucoup n'aiment pas l'humour cynique. Moi, voilà, j'ai pas spécialement d'a priori là-dessus. Oui, ce serait peut-être mieux qu'on n'ait pas l'humour cynique dans les films, mais en soi, bon... Moi, des fois, ça me fait rire, voilà, ça me dérange pas plus que ça. Là, bizarrement, ça m'a vraiment dérangé parce que j'en attendais beaucoup plus un personnage un peu plus violent, en fait, pour Huntress. Je veux dire, le film ne se prive pas d'être violent, d'être grossier. Donc, pourquoi ne pas avoir permis à Huntress de faire couler quelques... Je demande pas des hectolitres de sang, mais allez, quelques petites gouttes quand même, un minimum. Là, c'est trop propre, là. Et aussi, autre truc dans l'humour que j'ai pas aimé, et là, par contre, là, c'est vraiment même un problème de scénario et de cohérence par rapport à l'univers, c'est Harley Quinn qui brise le 4ème mur. Alors, Harley Quinn qui raconte une histoire et qui devient la narratrice du film, ça, bon, bah, c'est un narrateur interne. Voilà. Ça c'est une question de scénario, c'est même une question d'histoire en général. Le narrateur interne, ça veut dire que c'est un personnage qui va te raconter l'histoire tout en étant interne à l'histoire. Et du coup, nous, on est un petit peu, entre guillemets, omniscient par rapport à l'histoire parce qu'on sait des choses que Harley ne sait pas, mais d'un côté, elle est aussi omnisciente à sa propre histoire vu qu'elle la raconte. Compliqué les scénarios. Mais, c'est pas logique avec le personnage d'Harley, en tout cas dans cet univers. Ce serait un univers ce serait un film spin-off qui serait dans son univers tranquille et qu'Harley Quinn brise le 4ème mur. Je dis pas, mais là, ça se passe dans le DCEU. Harley Quinn ne brise pas le 4ème mur comme ça sans même demander pardon avant. Là, le 4ème mur, il se fait enculer sans avoir eu un petit café avant. Vraiment, il y a un moment où elle s'adresse directement à la caméra et ça, j'aime pas. C'est Harley Quinn, c'est pas Deadpool. Elle fait pas ça de base, Harley Quinn. Harley Quinn, c'est un personnage un petit peu enfantin, un petit peu joueur, qui est un petit peu mesquin, qui aime bien voilà, draguer Batman de temps en temps, qui est beaucoup trop sexualisé dans la plupart des films comme Suicide Squad. Faudrait peut-être se calmer un minimum. Enfin, je veux dire, voilà, dans Suicide Squad, sa tenue c'était n'importe quoi. Hein. Là, pour le coup, j'aime beaucoup plus sa tenue. Et honnêtement, je comprends pas pourquoi ils lui ont pas donné la tenue de la série des années 90. Avec les petites tresses d'Arlequin. Bon, ma caméra bug, mais voilà, c'est pas grave. Mais le problème de ce film-là, c'est que briser le 4ème mur veut dire que Harley Quinn comprend qu'elle est dans un film. C'est un peu comme Deadpool en fait. Deadpool il brise le 4ème mur, mais Deadpool il est au courant. Enfin, Deadpool il s'en bat les couilles. Il sait très bien qu'il y a des gens, tu vois. Donc Deadpool il s'en fout. Mais Harley Quinn n'a jamais brisé le 4ème mur avant ça. Je veux dire, cette Harley Quinn là, c'est la même Harley Quinn que dans Suicide Squad et dans The Suicide Squad. C'est exactement la même. Pourquoi dans ces films-là, elle brise pas le 4ème mur et que là, elle le brise sans que ce soit problématique. Elle regarde littéralement la caméra. À la fin du film, on comprend qu'elle racontait son histoire à nous, en fait. À personne d'autre qu'à nous. Il n'y a personne d'autre dans la voiture à la toute fin du film. Quand elle se barre avec la voiture de Black Canary, elle est seule. Donc c'est qu'elle s'adresse aux spectateurs. Mais ce n'est pas logique dans l'histoire qu'elle est racontée. Ce serait genre, à la fin, on verrait qu'Harley Quinn écrirait un livre sur ses mémoires. Ça réparerait un petit peu le truc. Genre en mode, elle brise le 4ème mur parce qu'on est dans son livre. Mais là, elle brise le 4ème mur parce que
on est dans un film et qu'elle sait qu'on est dans un film. Mais quand c'est un univers connecté et que la Harley Quinn de cet univers connecté n'a fait jamais ça avant, bah ça sort de nulle part. C'est pas comme Deadpool, encore une fois, Deadpool, ça fait le premier film qui brise le 4ème mur. Ils sont bas la race du 4ème mur. Voilà, il lui nique sa race au 4ème mur, Deadpool. Là, Harley Quinn, elle le brise comme ça, sans que de base, ce ne soit inscrit dans le personnage. Et encore une fois, c'est la Harley Quinn du film Suicide Squad. Elle ne faisait pas ça dans Suicide Squad. Tu peux pas comme ça dire au bout d'un moment, ah bah en fait ce personnage-là est au courant qu'elle est dans un film. Ou alors, bah... Ok, bah c'est le multivers du coup, genre, il n'y a pas d'autre mot. Donc voilà, c'est un petit peu un autre point qui m'a dérangé dans le film, c'est vraiment, introduit à la truelle, le côté un petit peu brisage de 4ème mur. Et le dernier point que je pourrais dire, c'est un petit peu le scénario qui est un peu mou. Enfin, je veux dire que j'ai dit que le personnage d'Ewan McGregor était marrant, mais il est juste marrant. C'est pas un grand antagoniste, il n'y a pas des bons moments, on va dire. Ma caméra bug, bon c'est pas grave, mais il n'y a pas vraiment de bons moments dans l'histoire et c'est un petit peu dérangeant. Maintenant, voilà, le reste, j'ai dit ce que j'avais à dire. Je vais même pas parler de Black Canary parce qu'honnêtement, j'ai rien à dire sur elle. Voilà, c'était un personnage. Alors, je me suis même pas rendu compte de base que c'était censé être Black Canary. Pour dire, hein. C'est juste quand, à la toute fin du film, j'ai été voir la distribution, que je me suis fait, attends, elle c'est une super héroïne? Ah bon? Bah putain. Genre Huntress, on dit son nom, donc je me suis dit, ah, c'est Huntress, ok. Black Canary, j'étais même pas au courant. Genre, c'est, ok, bon, bah, c'est Black Canary, bah, super, je suis content de le savoir alors que le film est terminé, mais tant pis. Donc voilà. Au final, c'est un film à qui je donnerais la note de 5, voire 6 sur 10 grand maximum. Ça peut être un bon divertissement, mais il y a beaucoup de défauts et c'est un petit peu dommage d'avoir un film comme ça. Le prochain film, je pense qu'on fera d'ici, ce sera The Suicide Squad, parce que Suicide Squad, c'est mort. J'espère donc que cette petite vidéo vous aura plu. Bien évidemment, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker et à commenter. Et on se dit à bientôt pour de prochaines aventures.